Salut à tous, nous sommes au deuxième épisode de notre podcast, C'est ta vie, et j'ai le plaisir d'être avec Herman. Bonjour Herman. Salut Napsis, comment ça va? Oui, bien chez toi? Bah absolument, c'est la pêche, on prend du plaisir. Hein. Oui, je vois que tu trouves vraiment du plaisir, surtout avec le programme que nous exécutons actuellement, Élever votre leadership. Ah oui, le programme Élever votre leadership, donc, qui est à son dernier jour à Dakar. Bien sûr. On s'est vraiment régalé au cours des 3 premières soirées. C'était un vrai plaisir, on avait des managers de niveau extraordinaire, c'est des leaders, c'est des gens qui sont tous les jours dans l'effort quotidien pour pouvoir produire du résultat avec les autres, qui viennent des institutions de référence de la place. Hein. Donc, c'était un vrai régal. Hein. Oui, mais on a vu que hier, les gens ne voulaient pas te quitter. parce qu'on parlait de ce qui concernait le quotidien des gens. On aidait les gens à savoir comment planifier leur journée avec le module engagement total pour le résultat. Nous avons vu les 11 principes pour devenir un Picasso. Très bien. Pour devenir succès du jour au lendemain, quelqu'un qui produit des niveaux supérieurs de résultats. Et on a pris du plaisir à échanger parce que c'est des cas concrets, ce que les gens vivent. Et c'est des gens qui ont de l'expérience en management et qui viennent de grosses institutions telles que la CDAO, hein, donc, oui. La CDAO, la BCAO siège, Agero du Sénégal, Sénécatou, qui est le numéro 1 au Sénégal en matière de location de voitures. Très bien. Bio24, par exemple, qui est le premier laboratoire de référence ici au Sénégal. Très bien. On a eu des gens de CFAO Technologies. Très bien. Des entrepreneurs qui étaient là et qui vraiment ont pris du plaisir. On a vraiment échangé. On aime bien ce truc, tu sais. C'était un gros plaisir. Et c'est un plaisir, encore une fois, de retrouver les amis pour ce deuxième épisode de nos podcasts, C'est ta vie. Oui, et aujourd'hui, nous allons voir les 12 heures à éviter lorsque vous travaillez sur un objectif. Absolument, parce qu'effectivement, comme on le dit, tu sais, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser, à part les limites que nous nous mettons nous-mêmes. Alors, là, tu dis que c'est nous qui nous mettons des limites. Absolument, c'est des barrières. Absolument, parce que nous sommes créés pour produire des niveaux supérieurs de résultats. Et quand nous devons nous fixer des objectifs, quand nous sommes fixés des objectifs, quand nous travaillons sur des objectifs, il y a de ces erreurs que nous commettons. Et les leaders ultra performants, ceux qui sont totalement engagés pour le résultat, ceux qui travaillent à développer constamment leur capacité professionnelle, leur capacité personnelle, leur capacité managériale, leur capacité en tant que leader, ils commettent jamais ces erreurs. Très bien. Et nous allons voir avec ceux qui maintenant commencent à prendre le rendez-vous de nos podcasts, comment faire pour éviter ces erreurs et devenir un leader ultra performant. Mais comme ça, tu sais, quand tu es un leader ultra performant, les autres t'admirent. Justement. Et quand ils t'admirent, ils ont envie de faire comme toi. Justement. Et quand ils ont envie de faire comme toi, qu'est-ce qui se passe? Ils te suivent. Bien sûr. Parce que l'admirabilité nous donne ce qu'on appelle HSC, le pouvoir de dire aux gens, tiens, voilà comment il faut faire. Très bien. Et on a de la crédibilité. Oui. On obtient le droit de mentorer. Très bien. Alors, tu veux dire par la question, on est admirable, c'est plus facile pour nous d'attirer les gens. Absolument. Et c'est plus facile pour nous d'influencer les gens qui sont. Absolument. Quand tu sais de quoi est l'élection, quand tu maîtrises la chose, quand tu produis du résultat, tu peux servir de modèle à l'autre. Tu peux les inspirer à pouvoir le faire. Très bien. Et ça suppose que tu te développes, tu te programmes en tant que leader à devenir quelqu'un d'ultra performant, d'ultra compétent et d'ultra performant. Alors, je vais revenir sur ce terme. Alors, on parle toujours de leader performant et aujourd'hui, tu nous parles de leader ultra performant. Absolument, parce que tu dis, nous sommes tous nés comme étant des génies. Très bien. N'importe qui peut devenir un Cristiano Ronaldo, n'importe qui peut devenir un Mandela, n'importe qui peut devenir un Thomas Edison, n'importe qui peut devenir Dale Carnegie, n'importe qui peut devenir un Steve Jobs. N'importe qui peut devenir un Picasso. Maintenant, il y a des principes à respecter. Et on en a parlé de ces principes-là hier, tu te souviens. Donc, avec le programme Élever votre leadership, c'était immense. Les gens étaient épatés de voir que leur vie n'est régie que par des principes. Et qu'ils avaient à connaître ces principes, à s'approprier ces principes, à les vivre au quotidien et avoir des outils simples. Qu'ils utilisent. Par exemple, hier, nous avons vu l'outil de percussion personnelle. Pour atteindre l'ultra-performance en tant que leader, pour devenir un leader ultra-performant, il faut élaborer ce qu'on appelle un plan de percussion personnelle. Comme on a vu hier avec les participants, ils étaient heureux de voir comment créer une routine quotidienne, comment ça va les gros objectifs annuels, et surtout comment
définir son recette quotidienne. Justement. Et c'est ça qui permet d'atteindre l'ultra-performance. Et ceux qui vont participer au programme à Abidjan, on participe au programme à Lomé et à Cotonou, nous allons voir avec eux comment devenir des leaders ultra-performants. Et là maintenant, nous verrons aussi avec eux les erreurs à éviter lorsqu'ils travaillent sur un objectif qui leur tient à cœur. Très bien. Alors, tu parles ici de 12 erreurs à éviter. Alors, la première erreur, c'est refuser de rêver et d'avoir des ambitions démesurées. Absolument. Alors, quand on dit qu'on refuse de rêver, comment ça se passe au fond? Tu sais, nous sommes nés tous pour devenir des créateurs et des ultra-créateurs. Nous sommes nés pour tous devenir des Steve Jobs. Nous sommes nés pour devenir des frères White, des Marie Curie, Pierre et Marie Curie. Sauf que nous avions des ambitions démesurées. Tout enfant a une ambition démesurée. Je disais, un ami qui a mis sur son statut Skype hier, il a mis qu'il y a 3 choses que nous devons emprunter aux enfants pour être heureux. Et que Dieu nous invite à emprunter aux enfants. Le fait d'être heureux sans raison. Les enfants sont heureux sans raison. Parfois, vous allez voir un nouveau-né, un bébé, dans son berceau, qui sourit sans aucune raison. Les enfants font les choses sans raison. Et nous, on a arrêté de le faire sans raison. Deuxième chose, les enfants trouvent toujours quelque chose qui les occupe. Toujours. Un enfant trouve toujours un jouet, quelque chose qui l'occupe. Ensuite, les enfants, ils nous posent des questions. Ils veulent que ce soit possible. Mais surtout, quand ils nous demandent quelque chose, ils font tout de tout boire. Ils nous dérangent. Ils pleurent. Ils nous rendent la vie difficile. Ils nous perturbent autant qu'il est possible jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir ces résultats. Et cette dame, cette amie qui a mis ça sur son statut, a dit, nous devons emprunter ces 3 choses des enfants, qui consistent à être heureux sans raison, qui consistent à toujours être occupé par quelque chose, et qui consistent à être acharné quand nous voulons un bonbon, quand nous voulons un directif. Et tous, quand nous étions enfants, nous avions des fantaisies, nous avions des rêves et des ambitions démesurées. Oui. Maintenant, il se trouve qu'on a tué en nous la fantaisie, on a tué en nous les rêves démesurés. Or, toutes les grandes choses, toutes les grandes réalisations dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, n'ont été possibles que grâce à des gens qui ont développé ce qu'on appelle le principe de la fantaisie philosophique, qui nous dit, on doit pouvoir le faire, cette chose doit être possible. Exactement comme les enfants ont l'habitude de faire. Mais on a tué ça. Quand il est question pour nous de fixer un objectif, d'atteindre un objectif, de travailler sur un objectif, nous devons oser rêver, oser avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition, retourner à nos ambitions d'enfance. À nos ambitions d'enfance. Parce que tu sais quoi? Les gens qui finissent par réussir, ce sont les gens qui continuent de s'autoriser leur fantaisie d'enfance qu'on leur a interdite. Très bien. Quand nous étions enfants, on avait des fantaisies, mais on nous a interdit ça. Alors, dis-moi, Herman, quelle était ta fantaisie? Alors, comme tout le monde, quand j'étais enfant, je voulais devenir président de la République. Quand je voulais devenir président de la République, et après, quand j'étais adolescent, je voulais transformer le monde. Et ensuite, je voulais devenir prêtre pour pouvoir changer la vie des gens et préparer les gens pour le paradis. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais se retrouve en résumé dans ces 3 choses-là. En train de changer la vie des gens. Devenir leader, devenir président de la République, j'y travaille, je vais y arriver, je suis sûr. Et ensuite, je préparer les gens pour réussir leur vie, donc je voulais devenir prêtre. Donc, je me retrouve dans mes fantaisies d'enfance. Très bien. Même si ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, dans le fond, dans la forme, ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, mais dans la forme, dans le fond, c'est toujours la même chose. Et je prends du plaisir parce que c'est une fantaisie. Il faut de la fantaisie pour se repérer tôt, préparer un podcast, et ensuite enregistrer le podcast pour les gens, pendant que les gens, personne ne veut se remettre. Il faut avoir de l'audace pour pouvoir le faire, il faut de la fantaisie, il faut se comporter comme les enfants. Un nouveau-né, il remet ses parents à 2h du matin pour téter, pour avoir son lait maternel. À 2h du matin, il est perturbé. Et c'est comme ça. Mais nous avons arrêté de nous perturber. Et c'est ça qui fait que nous n'avons plus des ambitions démesurées, nous n'avons plus des fantaisies, et quand on n'a pas de fantaisie, on ne peut réaliser de grandes choses. Très bien. Herman, mais dis-moi, lorsque on est manager, lorsqu'on est leader, lorsqu'on atteint un niveau donné de professionnalisme, un niveau donné de compétences, la plupart du temps, les gens disent qu'ils n'ont plus le temps, ils sont submergés par vraiment les obligations professionnelles. Et c'est vrai que par moment même, ils n'ont même pas le temps de s'occuper de leur famille.
Alors, et quand nous prenons cette transition de l'enfance jusqu'à l'adulte, c'est-à-dire que cette transition-là, comment on peut garder cette flamme en nous, comment on peut toujours garder cette fantaisie philosophique en fait. Cette fantaisie philosophique est vraiment importante parce que, encore une fois, quand quelqu'un commence à dire qu'il ne faut pas rêver, la personne tue en vous l'ambition enfantine. Quand vous amenez une idée, quelqu'un dit quitte-la avec ces idées enfantines. Mais tu sais, tous les savants, tous les grands inventeurs ont été d'abord ridiculisés avant d'être célébrés. Je vais vous exemple. Hier, ici à Dakar, le mercredi à Dakar, oui, il y a eu à la place au pied de la statue de la Renaissance un grand concert de Stromae. Alors se sont vraiment régalés. Mais tu sais, c'est Wade, le président Wade sénégalais, qui a eu la fantaisie de mettre en place cette statue-là, statue de la Renaissance. Les religieux lui ont posé des problèmes, il a dû refaire, parce que c'était un fantaisiste, il a eu des problèmes avec la communauté chrétienne. Ça, pas du tout. C'était facile pour lui. Et il a été ridiculisé, il a été combattu. Mais aujourd'hui, donc, Wade a été ridiculisé. Mais aujourd'hui, ça graine de l'argent pour le pays. On l'a combattu, les religieux l'ont combattu quand ils voulaient mettre en place la stratégie de la Renaissance. Mais le conseil que Stromae a fait là-bas, c'était immense, c'était extraordinaire. Et ça gagne de l'argent aujourd'hui. Il paraît même que le président Macky Sall voulait détruire la statue avant de renoncer, en fait. Pour dire, c'est la même façon qu'on mate les enfants, on les empêche d'avoir des ambitions, même quand nous devenons adultes. Et que nous continuons d'avoir des ambitions démesurées, nous sommes combattus. Mais ce n'est que plus tard que nous sommes compris. Et nous devons comprendre que les gens ne comprennent que plus tard. Et garder, en fait, notre envie, notre constance, parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. Ensuite, quand nous étions enfants, on nous a empêchés de faire des choses. Maintenant que nous sommes adultes, personne ne nous empêche. Et nous devons savoir que c'est nous. Nous devons savoir que nous devons retourner à nos rêves d'enfance. Nous devons retourner à notre joie de vivre. Rappelle-toi, on a dit, il y a 3 choses que les enfants arrivent à faire. Et qu'un adulte qui veut réussir doit leur inventer. Le fait d'être heureux sans raison. Le fait de trouver toujours quelque chose qui l'occupe. Et surtout le fait de s'acharner à obtenir le bonbon, un résultat miracle. Et pour devenir un leader ultra performant, nous en avons absolument besoin. Merci Herman. Alors pour la deuxième erreur, l'erreur nous dit de ne pas se donner un temps de réflexion et de visualisation. Alors, on parle habituellement de visualisation. Alors maintenant, en termes de réflexion, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on ne prend pas ce temps-là pour réfléchir et pour essayer de faire un feedback, pour voir un peu comment ça se passe. Explique-nous cette deuxième erreur-là. En fait, effectivement, tu sais, la planification, la réflexion stratégique, la visualisation, l'imagination, ça fait partie des secrets de réussite. Est-ce que tu as jamais vu quelqu'un, même au village, les gens construisent une maison, même quand la maison est en banco, sans tracer, ils tracent toujours. Dis-moi, on a l'habitude de dire qu'une bonne journée est toujours terminée avant d'être commencée. Tu sais pourquoi? Parce que la journée est réfléchie et planifiée par avance. La journée est réfléchie et planifiée par avance. De la même façon, avant de m'engager à atteindre un objectif, je dois m'asseoir, réfléchir, théoriser sur... Parce que c'est bon d'avoir des fantasies. Mais ensuite, il faut s'asseoir et théoriser sur la fantaisie. Transformant en théorème, en règle d'action, en plan d'action, en structuration, en stratégie, ce qu'on veut faire. Et visualiser, et dessiner la maquette de ce qu'on veut faire. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des guerres se gagnent d'abord sur une carte avant de gagner sur le champ de bataille. Et on appelle ça le principe de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, quand il devait aller à une guerre, et même les grands guerriers de tous les temps, quand ils devaient aller faire une guerre, ils prennent une carte et disent je vais positionner mes soldats ici. Quand ils vont faire ça, on va les contourner. Et c'est vrai, il faut un travail de réflexion et de visualisation du champ de bataille, et ils déplacent les soldats et les troupes comme s'ils étaient un... Et c'est là qu'il faut d'abord le travail de réflexion et de visualisation. Donc il faut prendre le temps de faire ce travail de cartographie de l'action, de réflexion, de structuration, de planification. Et la plupart des gens ne s'asseyent pas pour pouvoir faire ce travail-là. Or, ce travail est vraiment important. Une journée est toujours terminée avant de démarrer. Alors, là, quand tu parles de cartographie, c'est comme si on allait à la guerre. Absolument. Quand vous avez un objectif à atteindre, c'est comme si vous allez à la guerre. Donc, il faut cartographier
cartographier le champ d'exécution de l'objectif. Vous savez, les architectes cartographient le champ d'implantation d'une route, d'un monument, d'un édifice. Et il faut ensuite la maquette. On a une première représentation. La maquette est en quelque sorte ce qu'on visualise en fait, pour avoir une idée précise à quoi les choses doivent ressembler. Ce travail est vraiment nécessaire. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, avant de me mettre à écrire un livre, je visualise le livre terminé. Je planifie le livre terminé. La première chose à faire pour écrire un livre, c'est de faire le sommet du début jusqu'à la fin, et ensuite de faire les sous-chapitres, donc le chapitre jusqu'à la fin, les différents chapitres, et ensuite de faire les sous-chapitres. Ensuite, de visualiser les contenus à mettre dans chacun des sous-chapitres. Quand on fait ici, il y a un petit, on ne réfléchit pas, vous vous asseyez et les idées viennent parce que vous avez fait le travail de réflexion préalable et de visualisation, de maquette, de cartographie de ce que vous voulez faire. Et les leaders ultra performants ont l'habitude de faire ce travail. Vous voyez les films de guerre et le forêt. Donc, vous voyez Obama et ses amis qui se retrouvent, qui réfléchissent. Vous avez vu dans 24 heures chrono, comment ils faisaient ce travail de cartographie là. Quand vous avez vu des films tels que SWOT ou bien Homeland, on a pu voir que le travail de gain, de réussite est fait d'abord par la cartographie, un travail préalable. Et tout le monde va faire ça lorsqu'on veut atteindre le niveau de résultat supérieur. Merci bien, Aman. Alors, pour la troisième de l'heure, alors, doter de ses capacités. Absolument. Comme on a fini d'avoir des fantaisies, on a le droit d'avoir des fantaisies. Ensuite, il faut s'asseoir pour théoriser, pour cartographier l'action sur le terrain. Mais l'autre chose importante à faire, c'est de se poser deux questions essentielles. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Et la deuxième question, c'est est-ce que je veux? Alors, comme on le disait lors de la formation, on n'a jamais de pouvoir illimité. En nous, il y a des limites. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser, à part les limites que nous mettons nous-mêmes. Nous sommes nés, programmés, structurés, conçus pour avoir des limites. Comme on le disait lors de la formation Élever votre leadership, nous disions hier aux gens que, en réalité, il faut manquer de foi pour ne pas croire en l'abondance. Il n'y a que les gens qui ne croient pas en Dieu qui pensent que ça peut finir, qui pensent qu'il peut y avoir pénurie d'argent, qui pensent qu'il peut y avoir pénurie de joie, qui pensent qu'il peut y avoir pénurie d'amour, qui pensent qu'il peut y avoir pénurie, etc. Il n'y a que ceux qui n'ont pas la foi. Mais ceux qui sont en Dieu, ceux qui croient en Dieu, doivent savoir qu'en eux, il y a une limite. Donc, personne n'est en pouvoir limité. Maintenant, nous avons des doutes. Nous doutons de nos pouvoirs. Nous doutons de nos pouvoirs, c'est tout. Mais quand je fixe un objectif, quand j'ai une fantaisie, je dois toujours savoir que je peux le faire. Pourquoi? Parce que quand on croit qu'on peut faire des choses, comme le dit Paulo Coelho, l'univers tout entier entre en conspiration pour pouvoir créer les moyens de pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Maintenant, la quatrième erreur que les gens commettent, ils ne s'apprêtent pas à payer le prix. Oui, maintenant, c'est vrai que tu es en train de lier la troisième erreur à la quatrième erreur. Oui. Alors, tu as dit qu'il y a deux questions à se poser. Absolument. Est-ce que je peux et est-ce que je veux? Exactement. Alors, tout le monde veut. Mais est-ce que tout le monde peut? Si, alors tout le monde peut. Et comme on va le voir tout à l'heure avec les autres erreurs, tout le monde peut. Et tout le monde peut. Maintenant, la question c'est ça. À quel point je veux? Donc, il faut payer le prix. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut avoir faim d'une chose pour pouvoir l'obtenir. Vous devez en avoir faim. Vous devez être prêt à faire feu de tout bois. Si vous n'êtes pas prêt à faire feu de tout bois, vous n'allez pas pouvoir atteindre l'objectif. Les gens qui arrivent à atteindre des résultats extraordinaires pratiquent ce qu'on appelle la politique, mais la stratégie du pont brûlé. Alors, il y a des généraux, quand ils veulent forcer une armée à aller combattre en avant, le pont que l'armée vient de traverser, on brûle le pont. Donc, ils savent qu'il n'y a pas à retourner en arrière. Il n'y a pas possibilité de retourner en arrière. Et les enfants, on a dit, ils font ça. Quand ils veulent un bonbon, quand ils veulent le jouer, ils font feu de tout bois. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Ils nous perturbent pour pouvoir l'obtenir. Ils nous bousculent. Ils nous bousculent. C'est ça la racisme. Ils nous dérangent. Ils nous dérangent. Ils font du bruit autour de nous. Ils font du bruit autour de nous. Et les gens nous observent. Et les gens nous observent. Et nous sommes obligés de céder. On est gênés. On est obligé de céder. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on va dire que tu n'as pas la chance pour s'occuper de tes enfants. Ça, c'est vraiment. Donc, il faut accepter payer le prix. Il faut accepter avoir cette ultra-détermination des enfants. Ultra-détermination d'une amie. Et ensuite, l'un des prix à payer, c'est que, il est important. Vous ne pouvez pas garder le même rythme
L'autre erreur que les gens commettent, la cinquième erreur que les gens commettent, c'est qu'ils veulent garder le même rythme de travail et le même outil pour atteindre leur type. Non. Attends, donc tu veux dire que nouveau niveau, nouveau défi et nouveau outil. Absolument. Très bien. Nouveau niveau, nouveau défi et nouvel outil. Parce qu'en réalité, pour obtenir ce que vous n'obtenez pas jusque-là, vous devez apprendre et faire ce que vous ne faisiez pas jusque-là à un rythme plus soutenu. Pour obtenir ce que vous n'aviez pas jusque-là, vous devez apprendre et faire ce que vous ne faisiez pas jusque-là. Et ce, à un rythme plus soutenu. Donc, c'est une négligence, c'est une erreur de garder le même niveau de rythme, le même niveau de compétences, le même niveau d'outils, les mêmes outils, et espérer atteindre des résultats supérieurs. Ce n'est pas possible. Quand vous n'étiez pas manager, les outils dont vous avez besoin, le rythme de travail dont vous avez besoin, l'engagement personnel et humain dont vous avez besoin, ne sont pas les mêmes que ceux dont vous avez besoin une fois que vous êtes manager. Il faut changer de rythme. Tu sais, dans ma langue, on dit, ça veut dire que si le rythme du tam-tam change, on doit changer la danse. On ne peut pas garder la... Sinon, on est en déphasage. On est en déphasage. Et on va nous dire de sortir de la piste de danse. Absolument. La plupart des gens, effectivement, se font ridiculiser devant leur objectif. Tu sais pourquoi? Parce que la compétence qu'il faut avoir, les pas de danse qu'il faut exécuter face à cet objectif, il y a un déphasage. Et ils se ridiculisent eux-mêmes. Le type les regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu peux m'atteindre, mais tu n'es pas dans le bon tempo. Oui. Tu n'es pas dans le bon rythme. Oh, on ne peut pas garder le même rythme. On change d'objectif, on doit changer de rythme. On change de niveau, on doit changer d'outil. Il faut de nouvelles compétences. La plupart des gens sont victimes de ce qu'on appelle la contrainte majeure. Tu sais pourquoi? Il y a une seule compétence qui nous sépare du prochain niveau de résultat. Et aussi longtemps qu'on n'a pas acquis cette compétence-là, on ne peut pas atteindre le résultat. Mais est-ce qu'on peut parler en ce moment de compétences critiques? Absolument, voilà. Compétence critique. Donc, il y a une compétence qui est critique. Il faut absolument la développer. Quand on ne l'a pas développée, ça ne bouge pas. Donc, il y a une cadence qu'il faut avoir. Mais Herman, dis-moi, est-ce que c'est aisé d'identifier d'abord cette compétence critique et de s'y mettre? Absolument. Mais là, nous sommes en train de voir avec des amis qui suivent le podcast et qui vont s'habituer à suivre le podcast. Quelles sont les compétences à développer? Ils apprennent, ils découvrent, ils vont découvrir de nouveaux principes qui vont les aider. Mais quand on ne le savait pas, on ne peut pas faire. Très bien. Maintenant qu'on sait, on se rend compte qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qui faisait défaut, quelle est la cadence qui faisait défaut, quel est le niveau d'engagement auquel je vais être et auquel je ne suis pas. Et travailler ensuite à y arriver. Donc, identifier la contrainte majeure. Absolument, la compétence critique, l'outil critique, la technologie critique, l'accompagnement critique, la ressource critique. Et quand on connaît ça, et aussi le rythme auquel il faut mobiliser cette ressource-là, et qu'on mobilise ça à ce rythme-là, il n'y a rien à faire. Et là, ça va nous permettre d'éviter la sixième erreur. Exactement. La sixième erreur où on n'a pas, c'est dit qu'un programme intense d'action, c'est dit que, mais là, dis-nous, comment on peut faire cette transition-là si on arrive à identifier la contrainte critique et comment mettre un programme d'action intense en place pour être un leader ultra performant. Alors, pour vous, les leaders ultra performants sont des gens qui sont extrêmement concentrés sur le travail. Maintenant, ce qui se passe en narcissiste, la plupart des gens sont des utopistes quand il est question d'atteindre un objectif de niveau supérieur. Utopistes, oui. C'est-à-dire que, comme vous venez de le voir, leur emploi du temps n'a absolument rien à voir avec les objectifs qu'ils disent atteindre. Attends, donc tu veux dire qu'ils définissent un objectif, ils écrivent un objectif, alors mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de poursuivre un autre objectif. Absolument. C'est-à-dire que, normalement, on doit voir dans votre emploi du temps quotidien que vous tenez vraiment à atteindre un objectif. C'est pour ça que je dis, le fait de ne pas avoir un programme d'action intense montre que nous ne tenons pas à l'objectif. Il faut de l'intensité dans l'action. Mais est-ce que c'est pas dichotomique? Mais en fait, Narcisse, regarde par exemple, quand je dis que les plupart des gens sont utopistes, qu'il y a des questions pour vous d'atteindre l'objectif, je donne un exemple. Si vous voulez faire 50 millions de chiffre d'affaires pour l'année, normalement, 50 millions en une année, donc ça fait 50 semaines. Ça revient à 1 million de chiffre d'affaires par semaine. Si nous considérons 5 jours de travail, ça revient à 1 million divisé par 5, soit 200 000 par jour. Si nous supposons 8 heures de travail par jour, donc ça suppose, pour les 200 000 francs par jour, ça suppose 25 000 francs par heure. Mais l'utopisme, c'est quoi? C'est pas le fait de rêver grand, non.
Et rêver grand, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de limite à avoir quand il faut rêver. Mais l'utopisme, c'est de ne pas avoir un programme d'action intense. De vouloir faire 50 millions en fin d'année et de ne pas être en train de faire 1 million par semaine. De vouloir faire 200 dans une journée et laisser passer 1 heure et ne pas faire 25 000. Laisser passer 2 heures et ne pas être à 50 000. Laisser passer 3 heures et ne pas être à 75 000. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous surestimons, c'est l'autre d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure, mais nous surestimons ce que nous pouvons faire demain. Et nous voulons que demain paye la dette de ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Celui qui tient à parler l'anglais doit élaborer un programme intense, un programme d'action intense pour parler l'anglais. Je donne un exemple de ça. Pour ceux qui ont Canal+, par exemple, c'est pas pour faire de la publicité à Canal+, mais il y a une nouvelle chaîne sur Canal+, qu'on appelle English Club TV. Alors si vous voulez avoir un exemple de programme intense pour apprendre l'anglais, et c'est pas du tout compliqué. Hein. Le matin, vous faites 15 minutes d'anglais. Donc vous suivez la chaîne English Club. Pendant 15 minutes. Très bien. Ça peut être de 6h40, ou bien de 5h40 à 5h55. Ensuite, pendant 5 minutes, vous prenez votre tablette, vous connectez à Internet et vous lisez un article en anglais. Pendant 5 minutes. Et c'est fini. 20 minutes le matin. Le soir, quand vous rentrez, même c'est toujours ceux qui ont Canal+, il y a une chaîne japonaise qui est gratuite. Vous voyez, c'est quand on avait l'abonnement, il y a la chaîne japonaise en anglais qui est là gratuitement. Et vous pouvez suivre les infos. Au lieu de suivre France 24 en français, ITélé en français, de suivre TV5, vous pouvez décider de suivre les infos sur la chaîne Euronews multiple. Ou bien de suivre ça sur comment s'appelle, la chaîne japonaise. Très bien. Pendant 1 heure. Donc, si vous faites 1 heure d'anglais par jour, d'accord? Oui. Maintenant, le samedi matin, vous décidez de travailler intensement. Vous vous consacrez 90 minutes à l'anglais. 90 minutes entre 6h30, entre 6h et 7h30, ou pratiquement entre 6h30 et 8h pour d'autres personnes. Vous faites 30 minutes de lecture, 30 minutes de vocabulaire et 30 minutes de lecture à haute voix, de prononciation. Ensuite, le dimanche, vous faites aussi de 6h30 à 8h ou de 6h à 7h30 pour certaines personnes. Donc, vous dire, mais il faut que je fasse la grâce continue le samedi matin. Mais est-ce que tu tiens à payer le prix pour ton objectif? Il faut payer le prix. Tu veux apprendre l'anglais pour ne plus être éliminé au prochain recrutement à cause de l'anglais. Tu te comportes comme un enfant. Exactement. Tu veux apprendre l'anglais parce que tu ne veux pas que quand on va rencontrer encore les Américains, ils vont parler, tu ne vas rien comprendre. Tu veux apprendre l'anglais parce que tu ne voudrais pas aller encore à une réunion de la Banque mondiale et on parle anglais, il n'y a pas de traducteur et tu ne sais pas de quoi on parle. Tu as de belles idées, mais tu ne peux pas prendre la parole parce que tu ne veux plus supporter ça. Donc, il faut supporter la douleur. Il faut se déranger avant que le problème ne commence par nous déranger. Très bien, Marc. Donc, si quand tu es là pour ce programme intense, tu vas changer parce que encore, si tu fais 15 heures d'anglais par semaine, il n'y a rien à faire. Il faut 160 heures pour apprendre une langue. Il faut 160 heures pour apprendre une langue. Mais ce qui est extraordinaire, imagine que tu as regardé les films. Donc, en plus de faire 1 heure par jour, donc 15 minutes, 20 minutes le matin, et 40 minutes le soir pour suivre les infos en anglais, tu fais 90 minutes le samedi matin, 90 minutes le dimanche matin. Maintenant, si tu as regardé les films, c'est une bonne nouvelle. Tu as la possibilité, par exemple, de prendre un film en anglais, tu mets le DVD, tu mets l'anglais et tu mets le sous-titrage en français. Et tu suis le film. Tu regardes 2 films comme ça, 3 films, ça te fait 6 heures, parfois même, ou bien 4h30. Et quand tu peux arriver à 115 heures par semaine, en 10 semaines, en 12 semaines, tu seras à 160 heures. Si tu es à 160 heures, ça suffit pour maîtriser une langue et être à l'aise dans la langue. Donc, maintenant, les gens ne veulent pas avoir ce type de programme intense. Et c'est ça qui pose problème. Ah bon. Alors, mais dis-moi, lorsqu'on décide d'avoir un programme d'action intense, alors, quel est le nombre de priorités que nous devons avoir dans notre programme, ou si tu veux, quel est le nombre d'actions que nous devons identifier pour quand même bien mener ce programme-là? Parce qu'il ne faut pas avoir plusieurs actions, plusieurs objectifs, plusieurs priorités. Absolument. À un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Absolument. Comme nous l'avions vu hier avec les leaders qui participent au programme Elevate Leadership, donc il faut limiter à un nombre de 5 maximum le nombre de priorités par jour. Et comme on le disait hier, à partir de la 6e priorité, il faut mieux déléguer à quelqu'un d'autre.
À partir de la sixième priorité, il faut absolument déléguer. Si vous ne déléguez pas, ben, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Ça sera de l'illusion. Voilà. Très bien. Donc, si tu nous parles de 5 priorités, c'est-à-dire que nous devons avoir 5 gros objectifs. Absolument. 5 gros objectifs pour l'année, 5 gros objectifs pour le trimestre, 5 gros objectifs, 5 routines journalières, comme on l'a vu hier, et maintenant, travailler à transformer ça en un outil extraordinaire que nous voyons avec les gens qui participent à nos séances de coaching et à notre programme élevé réfléchir, qu'on appelle le plan de percussion personnelle. Le plan de percussion personnelle. Pour devenir un leader ultra performant. Alors, j'adore les termes que tu associes. Le plan de percussion personnelle pour devenir un leader ultra performant. Très bien. Alors, vous voyez qu'avec Herman, on prend toujours du plaisir. Merci. Nous allons aller à la 7e erreur. Oui. Alors, ne pas enchaîner les actions sans attendre. Absolument. Tu sais, Anthony Robbins se dit, ne quittez jamais le champ de la fixation d'un objectif sans engager une action. Ne quittez jamais le champ de la fixation d'un objectif sans engager une action. Tu sais, la différence entre les génies et les autres, c'est simple. C'est que les génies, dès qu'ils ont une inspiration, ils prennent note et ils agissent immédiatement. Dès qu'ils ont un objectif, un projet, ils prennent note et ils agissent exactement. Nous avons eu le plaisir de regarder ensemble la demi-finale entre Barcelone et le Bayern. Très bien. Jusqu'à la 74e, je ne sais plus, une minute, le Bayern, avec Pep Guardiola qui avait entraîné le Barça, avait empêché les Barcelonais, les Catalans de marquer le but. Mais c'est sans compter avec un génie. Mais ce qu'on appelle un génie, c'est quelqu'un qui a une inspiration et une idée et qui exécute l'idée immédiatement. Quand Daniel Alves avait envoyé le ballon à Messi, entre le moment où Messi a reçu le ballon et le moment où il a tiré, il est passé 1 seconde 40 centièmes. Alors, tu veux dire qu'il avait déjà sa cartographie guerrière. Absolument, mais il a eu l'inspiration et il a exécuté sans attendre. Sans attendre. Et le temps que Manuel Neuer puisse voir, à 1 seconde, 80e centième, le but était déjà là. Donc c'est comme ça que font les génies. Quand ils ont une inspiration, ils prennent note. Quand ils ont une inspiration, ils agissent immédiatement. Ce qu'on appelle les clés de génie, c'est la capacité, dès que vous avez une inspiration, vous ne vous posez pas de questions. Quand Lionel Messi a reçu le ballon, il ne s'est pas posé de questions. Il a tapé à même temps. Donc personne ne voudrait faire 1, 2, 3 dribbles. Et c'est là que le gardien va bloquer. Face à Emmanuel Neuer, on ne réfléchit pas. Et il n'a pas réfléchi. Il a tapé en même temps. 1 seconde 40 centièmes. Il a tapé en même temps. C'est ce qu'il faut faire. Exécuter des actions immédiates. Une fois que vous avez votre plan d'action intense, par exemple, on va donner l'exemple de plan d'action intense pour l'anglais. Il faut que ceux qui veulent apprendre l'anglais l'exécutent à partir de ce soir. C'est comme ça. Et ceux qui le font, il n'y a rien à faire. Produire des niveaux extraordinaires de résultats. Très bien. Alors, si je prends l'exemple footballistique que tu viens de prendre, même si je ne suis pas un supporter du Barça, ça fait ton problème. Ah bon? Parce qu'il faut aller en finale là. Bon, d'accord. Allez, ça fait ton problème parce que tu vas. Tu sais, déjà, vous m'écrivez, comme on dit. Hein? Non, t'inquiète, le 6 juin à Berlin, je vais t'appeler, je vais te consoler parce que je sais que la Juve va nous. Tant mieux. Bon, c'est vrai que je suis réaliste. Il n'y a pas de problème. Je suis de la maison blanche. Ok. Alors, c'est vrai que tu parles d'enchaînement, tu parles de savoir enchaîner les actions sans attendre. Alors, donc, ça veut dire qu'en ce moment, c'est intéressant qu'on ait de quoi noter. Il faudra qu'on ait un bloc-notes avec nous. Absolument. Alors, s'il y a une idée qui arrive là, qu'on note sans attendre. Rapidement. Qu'on n'essaie même pas de filtrer ça, qu'on note exactement ce qui nous vient. Ce qui vient de l'inspiration divine, ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Donc, il faut le dire maintenant. Il faut le dire. Très bien. Absolument. Agir immédiatement. C'est ça le génie. Le génie, c'est la capacité. On reçoit l'inspiration divine et on n'a pas de doute. Et avec foi, on agit immédiatement. Alors, ce que tu viens de dire, parce que je suis sûr que nous tous. Vous avez une inspiration. Elle vient d'en haut. C'est une inspiration divine. Mais dis-moi, Herman, si nous tous nous avons cette inspiration, pourquoi les gens ne se mettent pas en action? Mais c'est le manque de foi. Les gens n'enchaînent pas. C'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Quand ils reçoivent une grâce, ils reçoivent une inspiration, ils reçoivent un ordre divin pour créer,
pour devenir un génie. Ils disent, je ne peux pas. Mais tu sais que les plus grands prophètes de tous les temps ont dit, je ne peux pas. Moïse a dit, je ne peux pas. Jonas a dit, je ne peux pas. Tous disaient qu'ils ne peuvent pas. Personne ne croit, effectivement, quand on reçoit la vérité. Maintenant, il faut accepter, il faut croire. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi, en fait, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, sinon ils n'auraient pas de soucis. Ils n'auraient pas de soucis. Et les génies, comme Lionel Messi, c'est des gars qui reçoivent le ballon, ils reçoivent l'inspiration. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent l'action engagée. Et ils engagent l'action immédiatement sans attendre. Il est passé, rappelle-toi, il est passé 1 seconde 40 centièmes entre le moment où Messi reçoit le ballon et le moment où il enchaîne. Et n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Très bien. Oui. Alors, pour la 8e erreur, surestimer ce que je peux faire demain. Absolument. Comme on le disait, il faut agir immédiatement. Chaque jour doit faire son boulot. Hein? Chaque jour doit faire son boulot. Je ne peux pas me permettre de faire payer à demain ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Nous avons cette tendance à surestimer ce que nous pouvons faire demain et à sous-estimer ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Or, il faut faire le maximum aujourd'hui, quitte à être à l'aise. Alors, donc, tu veux dire que habituellement, ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on décharge notre journée d'aujourd'hui et on surcharge notre journée de demain. Absolument. Mais quand on a un match retour à jouer, ce qui est arrivé à Montréal, c'est qu'ils avaient le plus dur à faire au match retour. Hein? Ils avaient le plus dur à faire. Ils se sont dit, bon, comme on l'accueille chez nous, on mettra le paquet. Ils n'ont pas donné le maximum au match aller. D'accord? Maintenant, mon Barça. Donc, ils ont mis le maximum de buts. Elle allait 3-0 et ils ont fait le service minimum. Donc, c'est demain qu'il faut faire le service minimum. C'est au match retour qu'il faut faire le service minimum. Donc, je dois mettre le paquet au match aller. Je dois mettre le paquet aujourd'hui, quitte à être tranquille. Il ne faut pas faire payer à demain. La dette, c'est d'aujourd'hui. Il faut faire, chaque jour doit jouer son rôle. Chaque jour doit faire son travail. Et pas à chaque jour suffit sa belle. Mais chaque jour doit faire son job. Il suffit, quand j'ai un objectif que je fasse, chaque jour doit faire son travail. Et comment on l'a fait hier? On disait de créer des routines journalières. Et tu rappelles, un leader a dit, l'une de mes routines journalières, c'est que je finis le boulot de chaque jour. C'est vrai. C'était immense hier ce séminaire. Les gens ont pu réaliser le plan de percussion personnelle. Et tous ceux qui veulent réaliser le plan de percussion personnelle, je les invite à souscrire au programme au Bénin. Ça va se passer à Abidjan 2, 3, 4 et 5 juin, hein, à Lomé, à partir du 24 juin, 24, 25, 26 et 27 juin, avec un dîner à la clé, et à partir du 28 jusqu'au 8 juillet à Cotonou. Donc, vous voyez comment on élabore un plan de percussion personnelle pour ne jamais faire payer à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Chaque jour doit payer son prix. Chaque jour doit faire son travail. Et si je fais l'effort quotidien, la routine quotidienne, la capacité à m'appliquer chaque jour, je ne fais pas de rattrapage. Donc si on est discipliné, si on fait ce qu'on doit faire, n'en déplaise à soi-même et n'en déplaise à qui que ce soit, on n'est plus libre. Très bien, man. Quand on se dérange soi-même, avant d'être dérangé par ces problèmes, on est tranquille. Alors, quand tu parles de dérangement, explique davantage parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas bien percevoir. Non, mais c'est dérangeant, c'est ça. Il y a des gens qui disent, j'ai pas envie de me déranger. Il faut qu'ils se dérangent, sinon le problème, on les dérange. Très bien. Alors, pour la 9e erreur, oubliez pourquoi l'objectif doit être absolument atteint. Absolument. Comme on l'a fait hier avec on a utilisé une méthode hier qu'on appelle la méthode RMBAI. Oui, à savoir résultat, motivation et programme d'action intense. Motivation, c'est important. Imagine qu'en élaborant ma feuille RMBAI, je connais quelle est la motivation. Par exemple, je vais atteindre un objectif de 2 milliards. Et je vais atteindre cet objectif de 2 milliards parce que je veux construire une maison à ma mère. Okay. Parce que je vais acheter une voiture à mon père. Très bien. Parce que je vais finir ma maison que je suis en train de construire. Alors, et là, tu es en train de dire que même si c'est sur le plan professionnel, il faudrait identifier une motivation personnelle liée à l'émotion, absolument, liée à soi-même. Absolument. Et pour ceux qui vont participer au programme Élevé par Leadership, nous allons leur montrer comment créer un attachement émotionnel par rapport à un objectif pour pouvoir mieux atteindre l'objectif. Et ce qui se passe, c'est que j'ai cet attachement émotionnel, donc il y a une raison précise, il y a une motivation personnelle qui me pousse à atteindre ce niveau d'objectif. Mais
L'erreur de ne pas commettre, c'est que quand les difficultés arrivent, de ne pas perdre de vue cette motivation. Parce que dès que nous perdons de vue la motivation, nous changeons d'attachement émotionnel. Et quand on change d'attachement émotionnel, on ne peut concentrer sur le résultat. J'oublie la raison fondamentale pour laquelle il faut que j'écris mon entreprise. La plupart des gens qui n'arrivent pas à démarrer leur entreprise, quand ils tombent sur le coup de la routine quotidienne, des pressions de la vie, ils oublient que la raison pour laquelle ils doivent absolument créer leur entreprise. Par exemple, nous fixons des objectifs en début d'année. Arrivé en milieu d'année, nous négligeons et nous oublions la raison pour laquelle nous devons absolument atteindre cet objectif-là. Et quand on perd de vue cette raison-là, on lâche prise. Et quand on lâche prise, on commet la 10e erreur. Alors, et la 10e erreur où tu dis lorsqu'on tolère un glissement mental des attentes. Absolument. Le glissement mental des attentes, c'est quoi? Vous vous êtes fixé un objectif en début d'année, une résolution de début d'année. Et vous dites, je dois absolument faire telle chose avant la fin de l'année. Maintenant, au cours de l'année, comme vous êtes occupé des urgences des autres. Vous êtes occupé de ce qui préoccupe les autres. Ce qui importe pour les autres et non ce qui importe pour vous. Donc, et vous avez oublié pourquoi est-ce que vous devez absolument atteindre l'objectif. Vous êtes arrivé au mois de septembre. Et vous commencez pas à dire, bon, de toute façon, bon, je peux le faire l'année prochaine. Vous possédez un glissement mental. Vous tolérez un glissement mental des attentes. L'attente que vous avez dit, au début de l'année, vous avez dit, absolument cette année, je dois atteindre cet objectif. Je dois tout faire pour qu'avant la fin de l'année, je fasse ça. Maintenant, quand vous avez perdu de vue la raison pour laquelle vous devez absolument atteindre l'objectif, vous tombez dans la deuxième erreur, qui est le fait de tolérer mentalement les attentes. C'est-à-dire, bon, de toute façon, si je peux arriver à tel montant, c'est pas si mal que ça. C'est bon, quoi. Maintenant, quand on dit ça, on oublie que le montant qu'on est en train de tolérer ne suffira pas à atteindre la motivation pour laquelle nous tenons à réaliser l'objectif. Et c'est ces erreurs-là que nous commettons, ces erreurs mentales que nous commettons, que nous travaillons à aider ceux qui sont en programme de coaching chez nous et ceux qui participent au programme de vie. Comment ils vont faire pour rester concentrés là-dessus et ne jamais tolérer ce glissement mental des attentes. Alors, donc, ce que veut dire que si on a déjà ce glissement mental des attentes qui s'opère, il peut nous arriver de façon inconsciente qu'on soit en train de réécrire notre objectif. En train de réécrire mentalement notre objectif, oui. Et quand on arrive au milieu de l'année, ou bien vers le mois de septembre, et qu'on voit qu'on va plus atteindre le tir, on dit, si au moins je peux faire tellement. Or, quand tu dis à ton subconscient, si au moins je peux faire 10 millions, ton subconscient est en train de dire, ok, tu es prêt à avoir même moins de 10 millions. Or, si tu dis, je dois absolument, comme l'enfant, tu dis, je dois avoir absolument 10 millions et plus, ton subconscient t'offre au moins 10 millions. C'est comme ça se passe. Et c'est un jeu mental que chacun doit se programmer à pouvoir gagner. Très bien. Alors, après ce jeu mental que nous devons tous faire pour gagner, il y a la 11e erreur. Alors, le fait de confondre la difficulté avec l'impossibilité. Absolument. C'est-à-dire que quand quelque chose est difficile, c'est souvent lié à une inadéquation de stratégie. Très bien. Une inadéquation de conditionnement mental. Une inadéquation de conditionnement spirituel. Parce que ce que les gens ne savent pas, et ce que la plupart des gens oublient, c'est que les guerriers invincibles ont une habitude extraordinaire. C'est quelle est cette habitude? Laquelle? L'habitude de prier. La prière. La prière. Parce que quand un projet est plus fort que vous, quand un projet vous dépasse, quand vous rencontrez de la difficulté, parce que la difficulté c'est une dichotomie entre nos ressources intérieures, nos ressources matérielles, spirituelles, mentales, émotionnelles, stratégiques, tactiques, financières, et ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Donc dès que nous sentons cette dichotomie-là, on sent la difficulté. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et les gens qui ont la foi, les guerriers invincibles qui ont la foi, ils retournent à Dieu. Ils prient. Ils prient. Je ne sais pas si la plupart des gens ici ont suivi la série Vikings sur Canal+. Je continue de faire la publicité pour Canal+. Mais moi je suis des films et je prends note, comme tu disais. Quand je suis un film, je prends note, oui. Et il y a le héros du film qui s'appelle Ragnar le Bloc, je crois, avait perdu une bataille. Il était complètement effondré. Tu sais comment il a fait? Il est allé au sommet d'une colline, la colline la plus élevée de la région. C'était pendant l'hiver, il a pris une grosse voiture et il a fait une retraite. Pendant 9 jours. Il est resté au sommet de la colline. Il avait froid, mais il a prié pendant 9 jours. Et ensuite, quand il est revenu de la retraite, il a dit à ses amis, on retourne à la bataille. Et ils ont gagné la bataille après. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. La prière. Et donc, quand je suis dans la difficulté,
c'est que mes forces, mes ressources ne suffisent plus. Je dois faire recours à une puissance plus forte que moi. Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. C'est important de prier. Et Saint Ignace de Loyola dit qu'il faut travailler comme si tout dépend de nous et prier comme si tout dépend de Dieu. Et quand il est question d'atteindre un objectif, et que rien n'est impossible dans Dieu, rien n'est impossible dans le divin, rien n'est impossible dans l'univers entier. Et donc, comme moi, je peux sentir la difficulté, moi je peux sentir l'impossibilité, mais en Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Et c'est la prière qui permet de faire ça. Et la plupart des gens n'ont pas l'habitude de faire cette force-là, à ce pouvoir dont nous disposons, que de prier pour rentrer en connexion avec Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a illimité, en Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Et quand tu as la difficulté, c'est plus fort que nous, il y a quelqu'un qui nous rend plus fort. Très bien. Alors, donc, là, tu veux faire savoir qu'il faut avoir un plan de retraite intérieure. Absolument, il faut avoir un plan de prière, un plan de retraite intérieure. Et comme on le dit, la retraite fait partie de la stratégie. Battre en retraite fait partie de la stratégie militaire. Donc, il y a un moment où il faut retourner sur le pied pour se revoir, prier, se connecter avec la source de ma grâce. Moi, quand je sens la difficulté, je sens une adéquation entre les ressources que j'ai mobilisées. Et ce qu'il faut, je retourne à celui qui est la source de la grâce. Je l'implore. J'obtiens de la grâce supplémentaire. Je suis plus fort. Et parce que je ne peux pas celui qui me rend fort. Très bien, Marc. Alors, nous sommes à la 12e heure, où il est dit qu'il faut tolérer l'essoufflement stratégique et actif. Voilà. Donc, l'erreur que les gens commettent, quand ils sont en train de traverser un objectif, quand la difficulté arrive, quand ils se découragent. Ça arrive actuellement. Mais il ne faut pas tolérer ce qu'on appelle l'essoufflement stratégique et actif. C'est quoi? L'essoufflement stratégique, c'est le fait qu'on fait comme si plus rien n'est possible. Et on ne commence pas à décider que la peine de faire ça. On a des stratégies, mais on ne commence pas à penser comme si toute stratégie est belle. Les stratégies sont là, mais nous sentons une sorte d'essoufflement. C'est plus la peine. C'est plus la peine, c'est déjà perdu. Or, un match déjà perdu avant la fin. Il faut faire feu de tout voir jusqu'au bout. Et un enfant, quand il veut quelque chose, jusqu'au fond de la nuit, il va te déranger pour l'avoir. Mais là, dis-moi, est-ce qu'on peut être obligé de changer de stratégie? Absolument. Si une stratégie ne marche pas, il faut essayer. Parce que l'essoufflement stratégique, c'est quand les gens ont une liste de stratégies qui attendent, à qui ils n'ont pas donné une chance d'exécution. Et ils décident de la peine. C'est ce qu'on appelle l'essoufflement stratégique et actif. Ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas essayé. Il faut essayer jusqu'au bout. Il faut appeler jusqu'au bout. Il faut insister jusqu'au bout. Il faut engager les autres. Tant qu'il reste du temps, si vous êtes faire un devoir de mathématiques, tant qu'il reste du temps, il ne faut pas s'essouffler stratégiquement. Il faut continuer d'agir. Il faut continuer de travailler sur le problème. Si vous avez jouer un match, tant qu'il reste des minutes, il faut les exploiter à fond et à profit. Si vous êtes en train de vouloir vendre, tant qu'il y a du temps, il faut insister. Il ne faut jamais lâcher avant que le temps ne finisse. Tant qu'il y a du temps, il faut travailler à ça. Il faut travailler à ça. Et quand on travaille, et quand le temps passe, on ne glisse pas dans cette essoufflement stratégique, il est plus facile de produire. Encore une fois, ceux qui vont participer au programme LP World Leadership, qu'il s'agisse d'Abidjan, Dakar, Dakar c'est déjà fini, c'est le dernier jour aujourd'hui. Mais il y a le programme Académie Totale du Leadership qui permettront aux gens de pouvoir savoir comment faire. Et nous avons notre Académie de la percussion personnelle. Bien sûr. Académie de la percussion personnelle pour développer la confiance en soi, qui est notre prochain programme. Mais on va dérouler à Dakar et dans les autres villes où il y a des filiales. Et surtout chez toi, au Burkina. Ah oui. Même à Dakar, on a nos clubs là. Ah, absolument, on a le HC Business Club où nous allons étudier des films. Tout à l'heure, je te donne des exemples tirés de films. Bien sûr. Comment regarder stratégiquement un match de foot et prendre l'autre en tant que leader pour devenir leader ultra performant. Parce qu'il faut regarder stratégiquement un match de foot. Même si on doit regarder des feuilletons, il faut regarder stratégiquement un feuilleton. Et quand vous savez regarder stratégiquement ces choses-là, comment faire? On va créer HC Leadership Club pour les leaders qui veulent devenir ultra performants. Ultra performants. Étudier de grands livres de leadership, étudier de grands films, on va étudier le film de Mandela. On va étudier de grands films de leadership. On va tirer des leçons qu'ils vont utiliser dans leur vie quotidienne. Parce que les gens disent souvent que c'est théorique, les choses qu'on fait, c'est que c'est pas vrai, parce qu'ils pensent. Bon, maintenant, avec les films, avec les grands livres, avec les grandes expériences de grands leaders, il est plus facile de voir clairement comment ça marche. Ils ne sont pas encore inscrits à Abidjan. Ceux qui ne sont pas encore inscrits à Lomé, ceux qui ne sont pas encore inscrits à Cotonou, c'est encore possible. C'est encore possible. Et donc, à cliquer sur le lien en bas pour en savoir plus sur ce programme, parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont venus de grosses boîtes, qui ont de l'expérience, mais ce programme est en train de changer leur vie. Le programme Elevate Leadership. Donc, on l'a vu
tout au long de la semaine. On va terminer ça aujourd'hui et on va attaquer Abidjan les 2, 3, 4, 5 juin. Ceux qui ne sont pas encore inscrits à Abidjan, ils peuvent encore s'inscrire. Et ceux qui n'ont pas pu participer au programme Élever votre leadership à Dakar, on va mettre en ligne un programme pour eux qui vont accéder aux vidéos pour pouvoir bénéficier aussi des mêmes choses et participer à HSC Leadership Club pour continuer à développer leur capacité de leadership. Merci Herman. Chers amis, nous avons vu ensemble les 12 erreurs à éviter et lorsque on travaille sur un objectif. Alors, on aura l'occasion d'être encore avec toi pour un autre thème. Alors, ça a été un grand plaisir. C'est vrai que hier, tu as passé tout ton temps à bousculer les gens, à les déranger. Et je suis sûr aussi que tu es en train de déranger des gens actuellement. Et vraiment, c'est intéressant d'apprendre avec toi parce que y a des choses qu'on se dit, bon, c'est pas la peine parce que c'est théorique. Alors que c'est parce qu'on n'a pas envie de se déranger. Absolument. Et lorsque on commence à quitter notre zone de confort, il y a la douleur. Absolument. Personne ne veut avoir mal. La douleur. Mais il faut aussi rappeler que le confort est toujours derrière l'inconfort. Bien sûr. Et puis tu dis qu'il y a toujours deux cas. Absolument. Soit on travaille maintenant et on s'amuse plus tard. Oui. Ou bien on s'amuse maintenant et on va travailler plus tard. Soit tu t'égailles maintenant et tu payes plus tard. Ou bien tu payes maintenant et tu t'égailles plus tard. Dans les deux cas, tu vas t'égailler et tu vas payer. Tu ne peux pas échapper à ça. Très bien, man. Alors, merci à toi. Un plaisir. Alors, et vraiment, c'est intéressant d'être toujours avec toi. Merci. Et nous allons te rappeler une prochaine fois. Inch'Allah. Parce qu'avec toi, vraiment, tu es en train de nous parler de l'ultra-performance. L'ultra-performance. Alors, à la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir vous et portez-vous bien. Ciao. Merci.